la diplomatie. C'est donc votre 9e bataille. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une diplomatie ambitieuse. Et cette diplomatie au Congo est conduite en premier lieu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec ses actions salutaires et reconnues au niveau mondial et au niveau du gouvernement par 2 ministères, celui des Affaires étrangères et celui de la coopération internationale. Albert. Alors, diplomatie ambitieuse, nous sommes aujourd'hui en pleine crise de l'Ukraine. L'Ukraine face à la Russie ou l'inverse, la Russie face à l'Ukraine, 2 pays amis. On a l'impression que ce conflit gêne le Congo, que nous avons de la difficulté à exprimer notre adhérence aux principes cardinaux de la souveraineté des États et finalement, en fonction de cela, de déterminer aussi ou de dire clairement qui a raison, qui a tort. Mais ce n'est pas le rôle du Congo de juger de prendre qui a position. raison, qui a tort. À l'ONU, nous nous sommes abstenus. Si nous avons pris position, nous nous sommes abstenus. Oui. Pour 2 raisons. Parce que telle a toujours été la ligne politique du Congo depuis l'indépendance, en respectant les principes qui ont présidé à la création de l'Organisation des Nations Unies. La souveraineté, vous venez de le dire, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la recherche permanente de la paix. Le Congo a toujours pensé que, quel que soit le conflit, le recours à la décision ultime de la force ne doit être envisagé que lorsque toutes les actions concourant à la recherche de la paix, au règlement pacifique du différend, ont été mises en œuvre et ont échoué. Nous étions au début d'une crise. Nous devons être fidèles à la ligne politique, la ligne diplomatique qui est la nôtre. Il n'était pas question à ce moment de choisir un camp parce que, et c'est la seconde raison, la stigmatisation par le choix d'un camp sur l'autre en disant que tel pays est auteur ou coupable de ceci ou de cela pourrait retarder le processus de négociation de paix par des moyens pacifiques. Donc, c'est cette position simplement que le Congo a toujours affichée dans tous les conflits et il ne pouvait pas en être autrement dans le cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc, je crois que le président de la République, qui détermine et conduit la politique étrangère, qui a une certaine expérience de la gestion de ça, lorsqu'il avait pensé que ce n'était pas nécessaire que le Congo se positionne dans ce conflit en choisissant un camp et condamnant l'autre. Monsieur le Premier ministre, l'on assiste ces derniers temps à une dynamique assez forte entre le Congo et la Côte d'Ivoire, notamment avec le récent voyage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a été même honoré à être aujourd'hui citoyen d'honneur d'Abidjan, avec tous les apparats qui vont avec. C'est quoi l'intérêt pour le Congo d'avoir un chef d'État qui est aujourd'hui citoyen d'honneur d'un pays frère, et puis pourquoi ces baptêmes qu'il a reçus, parce qu'on a appris que désormais, en Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso s'appellera Sagou. C'est quoi toutes ces significations? Mais la reconnaissance de l'action diplomatique d'un homme de grande dimension et de l'action qu'il a entreprise en faveur de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que courant les années 2000 jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles. Et la République du Congo, en 2006 par exemple, le président Denis Sassou Nguesso est présent en exercice de l'Union africaine. L'action entreprise par Denis Sassou Nguesso en faveur de la Côte d'Ivoire, y compris même par son épouse, à l'époque présidente de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Sagoumbié. Sagoumbié, en Côte d'Ivoire, on l'appelle. La première dame. Ah bon, merci, vous me le dites. Donc, au regard de tout cet investissement,
Aucun peuple ne peut rester indifférent. Le peuple de la Côte d'Ivoire, de génération en génération, reconnaîtra que le président Denis Sassou Nguesso est le premier président africain à avoir été élevé à la dignité de grand croix par la Côte d'Ivoire. Et cherchons à savoir pourquoi. C'est comme ça qu'on crée l'histoire. Le fait déjà de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chercher à découvrir ce que Denis Sassou Nguesso a fait pour la Côte d'Ivoire. Et ils apprendront à être reconnaissants, non pas seulement à l'endroit de Denis Sassou Nguesso, mais à l'endroit du peuple congolais. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une forte admiration du peuple frère de l'Angola, du peuple frère de l'Afrique du Sud, du peuple frère de la Namibie. Pourquoi? Pour ce que nos dirigeants ont fait en faveur de ce peuple. Pour le travail accompli par Denis Sassou Nguesso depuis les années 80 pour parvenir à la fin de l'apartheid, pour parvenir à l'indépendance de certains pays comme la Namibie. Voilà. Donc, comment on traduit cela pour que ça puisse être transmis de génération en génération? C'est par des symboles de ce genre, des actes de ce genre. Voyez-vous, on n'aurait pas décoré ainsi le président de la République. On ne l'aurait pas consacré citoyen d'honneur d'Abidjan, que même vous, ses compatriotes, n'aurez pas su quel a été son niveau d'investissement dans le processus de développement et de la paix de la Côte d'Ivoire. Ce sont donc des symboles forts. Et ceux qui ont posé ces symboles, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Si nous ne pouvons pas reconnaître le niveau d'investissement du président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de la paix à travers le monde et pour le continent, vous voyez, la reconnaissance peut venir d'ailleurs. Et c'est ce qui est fait. Récemment, on a assisté à la visite du président français ici à Brazzaville, Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, quelles sont les retombées de cette visite au niveau de notre pays? Le président Emmanuel Macron et le président Denis Sassou Nguesso ont remis au goût du jour le rôle capital joué par Brazzaville pour la liberté de la France. Ils ont donc tous les deux exprimé leur convergence de vues dans la nécessité de relancer la coopération dans le domaine de la culture patrimoniale et mémorielle, qui permettra aux générations futures de ne jamais oublier le rôle qu'a joué Brazzaville pour la liberté de la France. Le premier symbole, c'est la réhabilitation du CEFRAD, là où le président de Gaulle a présidé la conférence de Brazzaville en 1944. Dans cette valorisation, dans cette promotion du patrimoine culturel et mémoriel, il y a l'itinéraire qui permet la réhabilitation de Sainte-Anne, de la place du stade Félix Éboué, réhabiliter le square Charles de Gaulle, constituer donc une forme d'itinéraire mémoriel et touristique pour que, de génération en génération, on se souvienne du rôle joué par Brazzaville, du rôle joué par le peuple congolais. Et l'impact pour le Congolais lambda, le Congolais... La reconstitution déjà de la mémoire, le développement touristique. Aujourd'hui, une délégation d'experts a été mandatée par les autorités françaises pour commencer à réaliser les études et mettre en œuvre tous ces engagements. Voilà. Là, en termes de diplomatie culturelle, je vous avais dit dans le programme d'action du gouvernement, à part la diplomatie pure, qui est du domaine du président, nous avons à travailler pour la valorisation, la promotion de la diplomatie économique et de la diplomatie culturelle. En termes de diplomatie culturelle, c'est une grande action qui est en train de se mener sous nos yeux au travers du dernier voyage du président Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, la reconnaissance culturelle dans cette diplomatie ambitieuse
ne remonte pas de Chirac et Denis Sassou Nguesso ou de Macron et Denis Sassou Nguesso. Ça va beaucoup plus loin dans les années 1800-1880. Je parlais de Brazza et du roi Makoko Ilo Ier. Est-ce que les Français... Mais c'est pour cette raison que l'engagement des deux chefs d'État devrait permettre aux historiens de réhabiliter la mémoire et aux équipes de faire en sorte que, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, que nos jeunes connaissent l'histoire de nos deux pays. Donc on peut donc conclure par tous ces éléments que la diplomatie congolaise est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie, et comme l'est la diplomatie économique, tel que vous voyez effectivement se déployer le ministre en charge de la coopération et des partenariats publics-privés, mais parce que nous avons compris que la diplomatie ne doit plus être seulement représentative, comme c'était la diplomatie traditionnelle. La diplomatie doit être désormais coopérative, et la coopération passe par le développement des accords économiques. Et depuis 2021, nous avons multiplié les commissions mixtes, y compris avec des pays. Nous étions en relation parfaite depuis des décennies, mais sans tenir une commission mixte. Vous voyez le ministre de la Coopération, en charge du partenariat public-privé, réactiver les commissions mixtes, à part le rôle que ces commissions jouent dans l'économie. Mais il y a aussi que ça apaise les relations entre les États. Vous avez un pays comme le Gabon, qui est tout près de nous. Il n'y a pas eu de commission mixte depuis plus d'une trentaine d'années. À quel moment vous pouvez vous assurer mutuellement de la convergence de vues ou du caractère sain de vos relations? Vous risquez de passer votre temps à vous regarder en chien de faïence, l'en pensant que l'autre peut être un élément de déstabilisation pour son pays. Vous avez vu le ministre de la Coopération, le ministre des Affaires étrangères, être décoré en Côte d'Ivoire. J'ai vu les Congolais s'en émouvoir. Oui, mais comment c'est? Mais le ministre de la Coopération est celui qui a réactivé la commission mixte entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et les autres qui comprennent l'importance de ces commissions dans la coexistence pacifique, dans les relations apaisées entre États, dans le développement des relations apaisées et économiques entre les États, ont tenu à remercier la diplomatie congolaise pour ça. Ce qui amène les autorités ivoiriennes à saluer le travail abattu par nos ministres de la diplomatie, tant la diplomatie représentative que la diplomatie coopérative, la diplomatie économique. Et c'est important. On a signé, dans le cadre de cette diplomatie économique, des accords. La protection des investissements, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Il y a des pays qui ont parfois besoin de venir investir au Congo pour la sécurité de leurs investissements. Il faut rassurer les investisseurs. Et on les rassure par cette coopération diplomatie économique. Il faut attirer les investisseurs. Comment les attirer? Il faut organiser des roadshows, parcourir ces pays, organiser des roadshows, montrer que nous avons d'importantes opportunités au Congo. Il faut que les gens viennent les exploiter pour la prospérité de leurs affaires. Et nous avons fait adopter la loi sur le partenariat public-privé. C'est une grande révolution parce que, on ne le dira jamais assez, nous investissons beaucoup avec nos ressources ou avec notre endettement, avec l'endettement. Vous voyez, demain, avec la loi sur le partenariat public-privé, on va avoir de nouvelles des infrastructures, mais ce n'est pas l'État qui aura sorti de l'argent, c'est un particulier. Le PND doit être financé à hauteur de 8 000 milliards de francs CFA, 8 000 milliards de francs CFA, dont 2 000 milliards, par exemple, doivent être faits en partenariat public-privé, parce que nous-mêmes ne serons pas à mesure de financer. On peut donc anticiper avec les partenaires privés pour que certains projets qui étaient prévus dans le cadre du PND soient financés par le biais du partenariat public-privé. Et donc tout ça, c'est la diplomatie économique. On peut dire qu'elle est en marche
Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour tous ces éléments mis à notre disposition concernant notre diplomatie. Au sujet de cette 9e bataille, en dehors de la diplomatie économique à laquelle nous faisons allusion, il y a une attention accordée aux Congolais de l'étranger. Alors, à ce sujet, il vous souviendra que nous avons 2 engagements. Le premier engagement consistait à accorder une attention particulière à nos compatriotes de la diaspora. Et le deuxième engagement, le second engagement à ce niveau, qui n'est pas encore exécuté, consistait à évaluer l'apport de la diaspora sur effectivement le PIB du Congo. Mais il y a déjà un des engagements qui est très avancé, qui est presque exécuté, c'est l'assistance que nous accordons aux Congolais de la diaspora. On ne se rend peut-être pas compte, quand je parle de l'autorité de l'État, quand j'assimile l'autorité de l'État à la présence de l'État, à l'implication du gouvernement, toutes les fois que des compatriotes se trouvent en difficulté, je fais allusion, par exemple, au travail remarquable réalisé par nos acteurs des affaires étrangères, le ministère des Congolais de l'étranger, avec tous ses services et les ambassades, lorsque nos compatriotes étaient en difficulté dès le déclenchement du conflit russo-ukrainien. On ne s'en est pas rendu compte. Imaginez un seul instant ces compatriotes qui sont entre les feux en Ukraine ou en Russie et qui bénéficient d'un couloir qui les amène hors des zones de conflit, qui arrivent quand ils sortent de l'Ukraine. Ils franchissent la frontière, le territoire polonais, et tout de suite, ou peu avant même de franchir la frontière, ils voient déployer un drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau du Congo. Est-ce que vous pouvez imaginer comment peuvent se sentir nos compatriotes en difficulté à une période de ce genre? Le drapeau est déployé, c'est le consul, c'est les agents de l'ambassade qui se présentent à eux pour leur dire « Si vous êtes Congolais, venez avec nous ». Ils sont tout de suite rassurés. C'est ça l'autorité de l'État. C'est ça la présence d'État. C'est ça l'attention que nous devons accorder à nos compatriotes vivant à l'étranger. Ils sont pris. Près de 450 ont été tout de suite accueillis à la frontière, conduits dans un hôtel aux frais du Congo. Et nous les avons assistés jusqu'à ce qu'ils ont réintégré les familles où ils ont pu s'organiser autrement. Donc, voilà l'attention que nous accordons aux Congolais d'étrangers. Comme aujourd'hui, nous suivons de près la situation de nos compatriotes qui sont en Russie, les étudiants qui sont partout, ils sont listés. On peut vous dire combien sont dans telle ville, combien sont dans telle autre ville, et ainsi de suite. Et l'ambassade est en relation permanente avec les familles et même avec, parce qu'ils sont parfois organisés en communauté, les responsables de ces communautés dans différentes villes. C'est la même situation à Dakar, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. On a mis en place des centres pour la confection des passeports, pour que nos compatriotes ne soient plus obligés de revenir au Congo pour se faire établir un passeport, ou encore qu'ils soient dans des pays d'accueil sans passeport. Donc, une attention particulière est accordée aux Congolais de l'étranger. Nous avons mis en place, il vous souviendra qu'en novembre 2021, le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi avait organisé un forum pour le recrutement et l'emploi des Congolais à l'étranger. Et il avait été décidé lors de ce forum qu'il était question de mettre une sorte de centre d'information et d'orientation. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes en train d'installer un centre d'information et d'orientation à Paris qui pourrait permettre justement aux entreprises désireuses de recruter des compétences à l'extérieur de se rapprocher de ce centre, et aux compatriotes qui voudraient bien effectivement faire valoir leurs talents, leurs compétences, de se faire enrôler et de présenter leur CV. Donc, nos compatriotes à l'étranger bénéficient d'une attention telle que cela a été prévu d'ailleurs dans la Constitution. Nous les avons associés dans l'organisation des États généraux, ce n'est pas rien. Nous les associons dans un certain nombre de réflexions. Nous pensons que ce que nous faisons en France se fait à Dakar, se fait en Afrique du Sud et pourrait d'ailleurs s'intensifier.
C'était la 9e bataille.